J'avais envie pour la première fois de me dire j'en ai rien à foutre de ce que tout le monde va penser. Je vais dire la vérité et je vais la raconter une bonne fois pour toutes. Oh bah, t'imagines, t'es sur la glace, tu risques ta vie, il y a des ours, il y a des loups, il fait moins 50, moins 60. Il y a plus de pression. C'est pas pareil quoi, t'as pas le temps de pas dire les choses quoi. Mmh. Et quand ça part vite quoi, ça part au Ouais. clash. Tout va très vite dans un sens comme dans l'autre, dans le bon et dans le mauvais. Il faut emprunter la route des narcos qui ont déforesté la moitié de la forêt pour acheminer la drogue. Ok. Et donc, il nous est arrivé des trucs de fou. On se retrouve là-bas et on a failli crever 200 fois. Il faut traverser la jungle. La jungle, c'est une des jungles les plus agressives du monde. Il y a des caïmans, des scorpions. Ils sont C'est simple, durs. pour donner un ordre d'idée. Il était en train de négocier de l'oseille supplémentaire pendant qu'on était dans le trou avec le réalisateur, avec le cadreur, en train de dire si tu me donnes pas 500 $ de plus, je les laisse crever dans l'eau froide. Salut à tous. Aujourd'hui, on reçoit Lourilag, qui est aventurier, explorateur, athlète, qui a l'habitude de se découvrir dans des territoires extrêmes à tous les bouts du monde, dans les froids extrêmes, dans les chaleurs extrêmes, qui part souvent tout seul, mais qui est aussi parti du coup dans un film qui va sortir là avec Jérémy Régnier, et avec ses filles dans une autre aventure. Ouais. Et on va parler un peu de son nouveau livre, Arctic Mission. On va parler de Baroudeur, son émission sur RMC Découverte, et d'un programme qu'il est en train de lancer. D'ailleurs, on n'a pas parlé du nom. Je le connais pas. Ok. C'est encore confidentiel tout ça. D'une émission, il est parti tester les stages les plus difficiles et les plus variés dans la Légion étrangère. Ça a l'air vraiment cool, d'après ce qu'il nous raconte. On commence l'interview. Salut Laurie. Salut. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Très content de te recevoir. Donc on va parler d'Arctic Mission. Ouais. Qui est sorti, je sais pas quand, je l'ai acheté moi il y a 2 semaines, mais je sais pas trop quand il est sorti. Il Il est ressemble à ça. sorti en septembre 2025. Ok. Donc il mélange plusieurs trucs. En fait, il commence plus par la fin de la relation avec ton papa. Il passe aussi un peu sur tes fiançailles, sur la rencontre avec Jérémy, Ouais. sur la mission en Arctique, sur le retour aussi un peu, parce que c'est là que ton papa est décédé. Donc c'est en fait un chapeau qui englobe pas mal de trucs, le livre. Ouais, la volonté de ce livre, c'était forcément de raconter Arctic Mission, qui est quand même le main sujet. Qu'est-ce qu'est Arctic Mission ? Cette expédition de 77 jours sur la glace, proche du pôle Nord. Et qu'est-ce qui s'y est passé à l'intérieur ? Et à l'intérieur, c'est assez vaste, puisque derrière chaque expédition se cache souvent une vie personnelle, des motivations qui sont propres à soi-même, des déboires de vie, des actualités. Et pour expliquer cette part de noirceur, puisqu'il y a quand même une très très grosse part de noirceur dans ce bouquin, eh bien, j'ai eu besoin de faire une rétrospective sur pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi je suis devenu comme ça, et pourquoi les automatismes que j'ai à 40 ans me font défaut suite au parcours de vie. Donc j'ai été obligé de reprendre mon parcours de vie. Forcément, on passe par l'enfance, on passe par l'éducation chaotique. Donc j'essaye dans ce bouquin, non pas d'étaler ma vie, mais j'avais envie pour la première fois de me dire j'en ai rien à foutre de ce que tout le monde va penser. Je vais dire la vérité et je vais la raconter une bonne fois pour toutes, à la fois parce que j'en avais besoin, mais aussi parce que je pense que la fabrication des héros à travers les exploits, à travers les réussites et à travers la glorification, c'est de la shit, quoi, c'est de la grosse merde. Et donc, du coup, j'ai eu envie de dire que derrière chaque monsieur qu'on peut estimer ou vénérer ou tomber fan, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cette dimension-là, et bien derrière, il y a juste un humain normal avec des problèmes normaux. Et encore pire, puisque dans ce livre, je raconte aussi que c'était des problèmes qui étaient justement un petit peu plus lourds que normaux. Moi, j'ai enterré 5 personnes durant ces 3 dernières années, dont mon père, ma grand-mère, mon oncle, le parrain de mon frère et le meilleur ami de ma mère. Donc en fait, j'ai essayé de créer une dimension pour que les gens comprennent la situation dans laquelle je me trouvais
et que derrière ces expéditions au pôle Nord où on a l'impression que je suis une machine, en fait, je reste un humain avec des problématiques d'humain. Et l'idée de ce bouquin, c'était de dire rien à branler de ce que vous allez penser de moi, je vais vous raconter ma vérité. Ok. Moi, je connais moins la life perso de Mike Horn parce qu'en fait, je l'ai découvert quand on a parlé. Enfin, quand on en a parlé, je connaissais pas trop le gars avant. Donc, je sais pas le genre d'image qu'il a, le gars, à part qu'il est beau gosse et qu'il explore, tu vois. Mais c'est vrai que c'est de la balle d'avoir un vrai contexte sur comment t'es en partant là-bas. Et ce qui se passe dans ta tête quand t'es là-bas. Parce qu'en fait, c'est pas genre juste il y a de la glace ou pas de la glace. C'est Ouais. merde, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se passe chez moi? Ma meuf, elle en est où? Du coup, c'est vraiment intéressant. Mais je vais le reprendre dans l'ordre. En fait, tu as monté un projet, donc tu as trouvé des sponsors, et l'idée, c'était d'aller en Arctique pendant 77 jours. Alors non, l'idée c'était de revenir sur une expédition de la traversée du passage du Nord-Ouest. Donc là, le passage du Nord-Ouest, c'est une zone très particulière qui se situe à l'extrême nord du continent de l'Amérique du Nord et qui va du détroit de Bering jusqu'aux îles Baffin. Et à une certaine période de l'année, le passage du Nord-Ouest, c'est donc l'océan Arctique qui est congelé, donc qui devient ce qu'on appelle de la banquise et sur lequel on peut progresser à ski. Et à l'époque du Covid, j'avais dû être rapatrié parce que il y avait eu une fermeture des frontières. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait énormément frustré. Et je m'étais toujours juré de repartir sur cette terre où j'avais dû abandonner contre ma volonté pour tenter un nouveau record du monde qui était la traversée du passage du Nord-Ouest en solitaire à ski kite. Donc avec une grosse voile de kite et une paire de skis de l'ouest à l'est. Et l'idée de cette mission, c'était de partir dans la période la plus froide de l'année pour éviter les mouvements de glace, puisque s'il y a des variations de température, la glace se brise, la glace dérive, ce qui m'est arrivé évidemment. Mais l'idée, c'était de partir pour raconter un exploit sportif, sauf que dans cette mission, eh bien, j'ai rencontré Jérémy. Et il a fallu qu'on croise les mondes entre une expédition très sportive et la rencontre avec un acteur de cinéma qui a voulu fabriquer un film autour du deuil qui nous unissait déjà intimement bien avant de partir, puisque lui avait perdu son meilleur ami dans des conditions terribles et fulgurantes. Et moi, j'étais en train de perdre mon papa qui m'a autorisé à partir sur ma mission. Et quand je lui ai proposé de partir avec moi en Arctique, eh bien, on s'est retrouvés tous les deux en haut pendant 90 jours, plus ou moins 3 mois bloqués là-haut, tous les deux avec les équipes de prod. Sauf que moi, la première partie de ma mission, elle était dédiée à mon expédition. Et on a entremêlé un petit peu mon aventure et la proposition que je lui ai faite de venir sur la glace avec moi pour l'accompagner dans sa dépression, parce que c'était quelqu'un qui était très très noir aussi à cette période de sa vie. Et le livre raconte ça, puisque la vraie vie a commencé comme ça. Du coup, il est resté genre 10 jours avec toi, ça traversait à lui? Ça traversait à lui, c'était entre 10 et 14 jours, je ne me rappelle plus exactement, mais on a effectué les derniers 150 km ensemble. Moi, j'avais déjà passé plus de 60 jours sur la glace. Et en fait, on a fini cette aventure tous les deux. C'était le but de son aventure et de la proposition que je lui avais faite. Sauf qu'évidemment, on le découvre dans le bouquin, rien ne se passe comme prévu et il y a énormément de rebondissements et de problématiques. Je fais un résumé vite fait, parce que là on est rentré direct un peu dans des sujets, mais en gros, tu prépares cette mission pendant un bon moment. D'abord, tu as rencontré Chloé, qui est censée être chef de projet supervision de tout ce qui se passe, qui est aussi la fille qui s'occupe de gérer les galères, genre quand tu te retrouves à dériver, ou qui prend des décisions pour te sauver, ou pour trouver des équipes autour pour venir. Ouais. Une fois qu'elle est OK, t'as tes gens qui te suivent d'habitude, et là, t'as rencontré Jérémy à Paris, tu lui as dit, est-ce que tu veux venir en Arctique, globalement? C'est ça. Le mec dit oui, il implique sa prod à lui. Et de là, vous êtes parti vous entraîner en Norvège? C'est ça. Bon, il faut savoir que ça allait très vite parce que Jérémy, en fait, ce qu'on découvre pas dans la vraie vie, c'est que lui, il était tellement en dépression qu'il avait déjà arrêté le cinéma. Ça faisait plus d'1 an et demi, 2 ans qu'il tournait plus, qu'il était au bord du suicide avec des pensées qui ont été abominables. Et quand je le rencontre et que je lui fais cette proposition, c'est l'illumination. Et donc en fait il embarque des producteurs amis à lui et de suite les gens viennent me voir en me disant on n'a plus vu Jérémy comme ça depuis le décès de son ami,
c'est fou, il faut en faire quelque chose, il faut en fabriquer un film. Donc tout va très 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 vite. Les financements, il pose l'argent en perso, il retrouve tous les amis du garçon du jeune homme qui a été On décédé. parle de Gaspard Ulliel. Ouais. Bah, moi, je cite pas son nom parce que ça me concerne pas Ouais, et ouais, parce je comprends, que, et je parce comprends. que par respect pour et le livre et Jérémy et la relation de tout le monde et tout. Et en plus de ça, actuellement, 3 ans après, on est en promo du film de Jérémy qui parle de ça. Moi, je me permets jamais Je de citer comprends. son nom. Mais effectivement, voilà, on est dans cette situation et tout va très vite. Comme dans n'importe quel projet où tout va très vite, ben, il y a du bon et du moins bon. Donc, entre le moment où on se rencontre, Jérémy et moi, et le moment où on est sur la glace, il se passe 4 mois. Et en 3 rencontres, ben, on se retrouve dans un bar, après à la maison, après en entraînement en Norvège, et ensuite, tu vois, on est Ouais, sur c'est la quand même glace au pôle Nord. efficace comme genre de mythe, quoi. Alors, efficace, je sais pas si c'est le mot, mais en fait, tout est tellement timé parce que moi, je suis assujetti Ouais, t'as un planning. à un planning, mais contre ma volonté. C'est-à-dire qu'en fait, la période de fonte des glaces arrive à partir d'avril. Donc, si tu loupes ça, bah, c'est ce qui nous est arrivé. Bah, la mission s'arrête. Ok. Alors, ce qui s'est passé, je vais venir dans des détails différents. Personnellement, déjà, le livre, il est très cool à lire. Je vous le recommande, parce qu'on voit que moi, j'ai appris plein de trucs, c'était marrant. Après, mon père avait fait La Montre de Jean-Louis Etienne quand il a fait la traversée du pôle Nord. Donc, j'avais à peu près j'avais lu un bouquin à lui à l'époque, mais j'ai quand même appris pas mal de trucs. Donc, t'es parti au départ en les laissant dans le premier endroit, parce que t'en avais marre d'être bloqué 2 semaines. T'avances, tu te rends compte que t'es sur un méga bloc de glace qui dérive. T'es coincé là-dessus, avec un ours. Ouais. Donc tu sais pas trop quoi faire. Chloé, elle contacte, je sais plus comment ça s'appelle, des amphibiens, des espèces de... Des tanks russes tanks. amphibiens. Tanks amphibiens pour qu'ils viennent le secourir. Il y en a un qui se retrouve bloqué parce qu'ils ont rencontré l'ours. Donc le premier chauffeur va dans le deuxième truc, ils se carapatent les deux. Ouais. Et du coup, il faut déclencher un hélico. Je précise pour le contexte, c'est des expéditions qui coûtent cher. T'avais dit que c'était un peu plus d'1 million, un Ouais. truc comme ça. 960 000 euros, je crois, au total. Ouais, donc tu dois bien planifier tout, faut éviter de perdre de l'oseille sur des trucs. J'ai vu que même quand t'as ramené ta tente, c'est déjà 10 000 balles qui partent. Ouais, Donc, faut en faire fait, gaffe, quoi. dans ces univers-là, la marge d'erreur, elle est très réduite parce que pour te faire envoyer du matériel, ça coûte une fortune. Et puis ça prend énormément de temps et tu n'es pas certain de le recevoir, ni en temps et en heure, ni de le recevoir tout court. Il faut savoir qu'un ticket pour partir en Alaska, ça coûte un certain prix, mais pour partir proche du pôle Nord, c'est hors de prix. C'est plus que des petits avions, des petits villages. Ce sont des prods qui coûtent affreusement cher, donc il faut imaginer que derrière il y a quasiment 10 personnes sur l'équipe du film, moi, les photographes, les vidéastes, les cadreurs, la chef d'expédition, il y a des gens qui gèrent la prod, Jérémy, donc en fait ça fait quasiment 10 personnes. Le temps, c'est de l'argent là-bas. Ça s'envole à coût de 3 5 000 euros, 8 000 euros par jour juste pour loger les gens, pour les nourrir. Donc, forcément, moi, ma partie, tu te dis, pour économiser de l'argent aussi, il faut partir, quoi. Il faut mettre un pied sur la glace. Et pendant que l'équipe, elle, va de village en village, et là, c'est pareil, c'est une galère pas possible. C'est parfois des avions, parfois des motoneiges, parfois des 4x4. Il y a des impossibilités, il y a des détours à faire. Il y a rien qui est simple dans ces zones-là. C'est vraiment, voilà, on est dans des villages inuits qui sont extrêmement reculés à une période de l'année où il fait quasiment moins 50, moins 60. On a des a priori sur ces régions-là. Dès qu'on veut se déplacer, comme il n'y a pas beaucoup de boulot là-bas, c'est à coût de 5 000, à coût de 8 000 aussi pour louer 2 motoneiges avec un guide pour un peu de sécurité, des trucs comme ça. Aussi, ouais. Donc, en fait, quand on y passe, quand tu fais les multiplications du nombre de personnes via le nombre de jours, via l'endroit, tu te retrouves avec des sommes astronomiques. Et puis, c'est hors billet d'avion, hors assurance, hors matériel, hors nutrition, hors mec qui fait la météo. Donc, oui. J'essaye de pas trop parler d'argent, mais de temps en temps, c'est quand même bien de parler d'oseille et tout, parce que je crois qu'il y a aussi une démystification à avoir sur... je pars à l'aventure, je pars pour zéro, je suis un écolo.
Ouais, si tu veux, enfin, il y a pas de problème, mais tu peux mourir à chaque moment si tu as pas des gens qui t'entourent correctement. Moi, j'ai fabriqué aussi une équipe qui me permet de pouvoir progresser en toute sécurité et qui me permet de revenir en vie, même si le concept de mon métier, c'est un métier à risque. J'ai pas envie spécialement de crever, quoi. Donc forcément, ça demande des moyens. Et je crois qu'avant, aux époques précédentes, personne parlait d'argent, Ouais. personne parlait de rémunération. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, même dans l'aventure, les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à parler d'oseille. Combien tu gagnes, comment tu finances tes expéditions, comment tu finances ton matériel, quels sont tes revenus alternatifs. Moi, je m'en suis toujours plus ou moins battu les couilles, parce que je trouve que parler d'argent, c'est quand même important. Et il y a aussi une réalité. Bah, c'est que tu as des décisions. En fait, j'en parle, moi je suis habitué à parler de fric, mais toi, tu as une réalité où les décisions que tu prends pour survivre par moment, ça dépend de l'oseille que tu as. Bien Et sûr. genre, est-ce que tu crames 100 000 ou pas 100 000 pour appeler un hélico, quoi? Complètement. Ben, l'hélicoptère, en fait, c'est même pas une question de ça parce que là, on fait un petit aparté sur l'hélicoptère, mais pour comprendre cette partie-là de Mhm. l'hélicoptère que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que en gros, je vais faire tout le processus. En gros, tu as deux outils qui peuvent te sauver la vie. Un, le téléphone satellite Mhm. qui passe par un réseau satellitaire qui est en orbite et qui te permet d'avoir des communications orales. Ok. Mhm. Et ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle une balise GPS type InReach Garmin qui te localise en temps réel et qui ont émet, si tu appuies sur le bouton de SOS, une position toutes les minutes. En gros, le travail de la balise Garmin, c'est d'émettre une alerte aux secours les plus proches. C'est un signal qui est capté genre par tous les postes de secours de la région? Exactement. Ouais. Terrestre, aérien ou naval. Mhm. Et à partir du moment où toi, tu payes ton abonnement sur ton Garmin, Mhm. donc tu vas avoir le rescue, mais le rescue, ça veut dire qu'ils vont juste déclencher. Une fois que c'est arrivé sur le terrestre, l'aérien Mhm. ou le naval, là, ils vont décider dans le pays quel type de secours ils vont apporter. OK? En Mais c'est là, c'est fonction qui prend cette décision? C'est leur État? C'est des trucs privés? ben, c'est Comment ils l'État, décident? parce qu'en fait, c'est les conditions météorologiques qui décident Ouais, ça. ouais, ok. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est sur la glace, un bateau, ça y va pas. Ensuite, tu veux faire partir des 4x4, ben, c'est impossible en fait. À la rigueur, tu peux avoir des motoneiges et ça va prendre 3-4 jours. Donc, ça va être l'hélicoptère. Et si c'est hélicoptère, est-ce que en fait, l'hélicoptère peut atterrir sur la glace, peut partir parce qu'il n'y a pas de tempête? Et ça, c'est très dépendant, c'est météo dépendant en fait. Ok. Mais il faut bien comprendre que toi, c'est pas parce que tu as déclenché que tu vas être sauvé. Ouais, je comprends. Ah ouais. Ok, je vois le délire maintenant. Déjà, Ouais. d'accord, c'est un fantasme de croire que tu vas être sauvé. Quand tu déclenches, ça prévient les secours. Les secours rentrent en contact avec toi. Et donc, à partir de là, il faut comprendre aussi que les secours, en fonction des pays et des États dans lesquels tu te trouves, sont payants ou gratuits. Ok. Aux États-Unis, le secours, c'est payant. Ouais, de toute façon, tout est payant aux D'accord. États-Unis. Tu passes au Canada, Ouais. le secours, c'est gratuit. Ouais. Ce qui fait que quand tu déclenches, en gros, il faut que tu aies, quoi qu'il arrive, toi, une assurance. Mhm. Une assurance Rapatriement de rapatriement, international, de tout. survie, Ouais. que les interventions dans les hôpitaux et tout ça. Et moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que l'assurance qu'on a, elle est sur le téléphone satellite. Sauf que le gars des secours m'oblige à déclencher mon Garmin pour venir me chercher. Et donc, quand je me retrouve sur la glace avec ma vie qui est en jeu, je dis à ma chef d'expédition, si je déclenche via le Garmin, il y a une possibilité qu'on doive 150 000 balles à partir du moment où il déclenche l'hélicoptère. Et donc là, c'est quand même fou, parce que tu te poses la question, combien coûte Vaut ma vie? Ouais. Combien, Ouais. à combien ma vie est estimée? Et donc, c'est là où moi, dans le livre, je raconte que j'aurais jamais déclenché, mais que ma chef d'expédition le fait, qu'elle me sauve la vie, et qu'à l'arrivée, eh bien, je n'ai pas payé la facture des 150 000 euros parce que l'État des États-Unis a été clément, parce qu'en fait, ils ont été très impressionnés qu'un Français parte sur la glace pour tenter un record du monde et tout ce qui Mais il s'ensuit. y avait moyen qu'ils partent quand même. Mais Ouais. à tout moment, ça marche pas, ils ont des problèmes pour venir te sauver et tout, ça se fait un peu à la gueule du perso. Ouais. Donc, je mets un très très gros disclaimer en fait sur le fait que quand on possède un moyen de communication / un moyen de sécurité,
ça, c'est pas pour autant, un, qu'on va venir te sauver, et deux, que ça va te coûter 0 € si on vient te sauver. Donc ça, c'est quand même très important. Ouais. Et c'est une question d'argent, encore une fois. Et il n'y a pas longtemps, je suis parti en Afghanistan, non, au Pakistan, pardon, je suis parti au Pakistan. Au Pakistan, c'est l'armée qui gère. Ben, le mec, il va te dire, si tu n'as pas Global Rescue à hauteur de 200 000 balles, l'armée, elle bouge pas un ongle. Voilà. Ok. C'est comme ça. En fait, donc ça dépend les États, ça dépend. Et en plus de ça, je rentre dans le détail, mais il existe ensuite des réseaux satellitaires différents en fonction des zones géographiques dans lesquelles on se situe dans le monde, qui vont plus être appropriés que d'autres pour pouvoir communiquer. Voilà, moi j'utilise toujours un réseau satellitaire oral qui est le téléphone satellite, ok, et un réseau satellitaire de communication instantanée avec une balise GPS qui me permet d'être localisé. Ok. Voilà, c'est le petit côté tech. Ouais, non, mais c'est important parce qu'en fait, c'est pas genre, nous on imagine, quand on voit les premières fois tes contenus, on imagine surtout, ah ok, donc faut survivre dans le froid, après on voit ton équipement que tu fais faire, et on pense surtout genre à la force mentale de survivre là-dedans. Mais en fait, déjà, il y a une question d'argent. En plus, dans cette aventure-là, de ce que tu racontes, il y avait la question de Jérémy, ce qui fait que tu es dans un état d'esprit encore différent. Il y a ton père, tu es encore dans un esprit différent, et en plus, tu étais en retard de 2 semaines au moment où tu es parti. C'est un enfer. Ouais. Donc il y a plein de paramètres humains qui rentrent en compte, c'est pas juste l'exploration. C'est non. Genre comment je deal avec tout, est-ce que j'arrive à rester stable émotionnellement ou est-ce que je pars en vrille, quoi, globalement. Ouais. Bah, c'était une des plus grosses parties. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte dans ce livre que c'est l'expédition qui a été une des plus dures de toute ma vie, parce que psychologiquement, je dois assumer une logistique, je dois assumer des prises de décision, je dois assumer la responsabilité d'être parti alors que mon père est mourant, je dois gérer une équipe de prod qui fabrique un film qui ont absolument pas les codes de l'expédition parce que eux ils sont habitués à avoir des loges. Jérém me dit mec, ça fait 4 jours que je t'attends au prochain village. Je lui dis mais mec, je pense que t'as pas bien compris, tu peux m'attendre 2 semaines s'il faut, en fait, s'il n'y a pas les bons vents, s'il m'arrive des galères, si je me fais attaquer par des ours, Tu peux pas faire des feuilles de service normalement. non, ça marche pas, quoi. Donc, et ça a été un clash tout le long. Même si chacun faisait son boulot, et j'en veux à personne, mais en fait on se rend pas bien compte de l'immensité de la logistique et de l'organisation. Nous, ça nous a pris quasiment 18 mois, 20 mois de préparation et tout, et même quand tu arrives là-bas, il faut imaginer que c'est pas parce qu'il y a des réseaux satellitaires que 1, tu connais l'état du terrain, 2, tu connais l'état de la glace, 3, tu sais dans quel vent, dans quel sens le vent va aller. Non, on avait fait des études, on avait contacté des scientifiques, on s'était fait chier pour essayer d'avoir un maximum de data. Et en arrivant sur place, les vents soufflent à moitié du temps dans le sens inverse. Les glaces sont beaucoup plus fragiles que ce qu'on pensait. La NASA, on a réussi à avoir les réseaux satellitaires de la NASA pour avoir les fissures de glace et savoir comment ça se... Et en fait, on est très tributaire du changement climatique. Donc, cette expédition, et il faut comprendre qu'on progresse encore une fois sur l'eau. On ne progresse pas sur la terre. On est sur... 1000 milliards de tonnes d'eau qui sont congelées sur 1,50 m et qui sont mouvants, en fait. Donc ça n'a rien à voir, et qu'il y a une période de l'année, en fait, où il n'y a que de l'eau. Donc, c'est des expéditions qui sont hors normes et hyper dures en préparation. Et aujourd'hui, c'est moi qui te parle de ça. Mais si demain, tu interroges Chloé ou les gens qui ont suivi ce projet-là, ils sont tous marqués à vie. Hein. Donc, du coup... Vous le verrez dans le livre, mais déjà, il y a l'explication du millimétrage qu'ils effectuent tous en équipe avant le départ. C'est parce que du coup, il y a une vie en jeu. Et puis, de toute façon, il ne faut pas non plus que ce soit une pression psychique de fou pour les autres, ce qui veut dire que vous êtes quand même assez main dans la main avant de partir. Donc, on voit que c'est très bien préparé, qu'ils pensent un peu à tout, et que même en préparant tout, du coup, il y a un ours, il y a tes piquets à pétard, là, je sais pas comment vous appelez ça, mais... Ouais, c'est le périmètre de sécurité. Il y a l'espèce d'animal marrant avec ses cornes, enfin moi je l'appelle marrant parce que je l'ai vu en photo, tu vois, pour toi, il est pas du tout marrant. C'est quoi son nom ? C'est le muskox. Muskox. Il y a effectivement des espèces de fissures dans la glace et des espèces de rivières. Le vent, tu racontais que tu es obligé d'avancer en zigzag parce qu'il est trop fort. Tu as ta voile qui s'est barrée à un moment. Déchiré, enfin, il arrive. Je me suis brisé des côtes, j'ai eu des œdèmes aux pieds. Tu as eu un truc dans l'œil après avoir tiré sur l'ours, j'ai perdu la vue pendant 5 jours jusqu'à la fin de l'expédition parce que en tirant un tir de sommation, j'ai un débris qui s'est mis dans l'œil. Donc, après, ce sont des expéditions. Hein, ça fait partie du métier. Ouais. Encore une fois, moi, j'en assume entièrement les conséquences. Et je suis pas du tout en train de me plaindre ou de faire le drama. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses que même quand tu prévois comme un ouf, tu peux pas vraiment prévoir. Enfin, tu sais qu'il va y le avoir risque zéro n'existe pas. Ouais.
Les gens qui sont curieux, je me suis beaucoup exprimé dans le livre. Donc moi, j'invite tout le monde. Aujourd'hui, il y a quand même deux œuvres qui ont été fabriquées. Il y a le film de Jérémy qui sort le au tien. cinéma le 10 juin Ouais. et pour lequel je suis actuellement en tournée à travers la Ça France. s'appelle D'un monde à l'autre pour ceux qui Exactement, ont envie d'un d'aller monde voir. à l'autre, le 10 juin au cinéma. Donc, c'est quand même extraordinaire. 3 ans plus tard, on se retrouve dans tous les cinémas de France avec un film qui a été fabriqué, mais qui est le spectre de Jérémy. Donc, il parle de son deuil, de la perte de son ami, de la rencontre avec une nouvelle personne qui est moi, qui le guide. Moi qui suis complètement cramé, qui a peur de rien et qui risque ma vie, et lui qui vient de perdre son meilleur ami. Et donc, il en a fabriqué un super beau film documentaire qui est au cinéma le 10 juin. Et ça- sélectionné à Annecy, je crois, j'ai vu, non, en documentaire. Oh, mais il a été ouais. sélectionné un peu partout, je crois. Et, sélection officielle du Festival d'Angoulême. Ah, c'est Angoulême, c'est Angoulême. Et non, après, on a fait une belle tournée et tout. Franchement, c'est super. Mais c'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer d'une expédition. Il n'y a rien de sportif là-dedans. Il faut vraiment voir le film. Et moi, j'ai joué le jeu dans le film de Jérémy. Et Jérémy a joué le jeu dans mon œuvre à moi, où j'ai eu plus de flex et de temps pour m'exprimer à travers mon spectre à moi. Et il a fait la préface de mon bouquin. Ouais. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre. Ouais. Les deux sont vraiment importants. À la fois, si tu as lu le livre, il faut regarder le film documentaire. Et si tu as vu que le film documentaire, il faut vraiment lire les bouquins. Du coup, j'ai une question là-dessus, parce qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris. Donc, Jérémy, l'acteur, venait avec son équipe de prod et ils allaient filmer sa progression avec Loury, une sorte de truc transformation psychique pour passer à une autre étape de sa vie. On va raconter ça, expliquer ça simplement comme ça. Assez lourde pour lui psychologiquement, mais t'as une belle idée, c'était trop cool de l'emmener là-bas. Mais du coup, cette équipe de prod montait un projet de son côté pour faire le film dont tu parles, qui sort là. Et toi, tu as ton équipe habituelle pour faire tes docus, pour servir tes sponsors, pour faire ton contenu, C'est ça. tous ces trucs-là. Ce qui fait que ce qu'il explique en fait là, c'est qu'il y a deux points de vue vraiment... En fait, il y a l'aventure de Jérémy qui est, en plus d'être une aventure physique, qui est une aventure intérieure. Parce que pour lui, je suppose que ça a dû être vraiment introspectif, son Complètement. truc. Et toi, il y a un peu des deux. Je suppose que tu racontes quand même tes états, mais il y a aussi le côté, c'est quoi cette expédition physiquement, etc. etc. Et toi qui as vu les deux, ils diffèrent beaucoup, les points de vue. Et est-ce que tu étais content du sien et tu es content du tien? Mais sans spoiler, ça reste du cinéma. Donc la fabrication est un petit peu différente parce qu'on est entre fiction et réalité. Donc il m'a fait retourner des trucs, on a retéqué des voix dans les studios. Donc voilà, c'est différent de ce qu'on pourrait... Moi, ça a été très troublant pour moi parce qu'en fait, j'ai l'habitude de la chronologie. Et lui, il s'en fout de la chronologie. Ce qu'il veut, c'est raconter une belle histoire. Ouais, ok. Donc en fait, tu as des plans qui sont très différents entre le début et la fin. Et d'ailleurs, il y a des plans qui ont été faits à la fin qui sont au début. Donc pour moi, c'est très troublant. La première fois que j'ai vu le film, j'ai détesté. Mais parce qu'en fait, il a joué d'une situation où il met en défaveur pour parler de la complexité humaine, ce que je comprends totalement. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est un fabricant de films et je respecte totalement ça. Mais on a été en désaccord pendant un long moment. Aujourd'hui, j'accompagne le film parce que je suis ami avec lui et parce que on partage ça depuis longtemps et qu'on aime passer du temps ensemble encore aujourd'hui. On part en vacances ensemble, enfin, on fait plein de choses qui sont hors caméra et tout. Et accompagner le film, c'est aussi une manière d'aller à la fin d'une forme de deuil. Puisque pour nous, c'est une page qui va se tourner aussi. C'est à la fois cette histoire, on la raconte depuis 3 ans. Mon père, son ami, les décès, la glace. Et puis c'est long, 3 ans à rester là, pour avoir l'habitude de faire des films sur des périodes aussi longues. T'es obligé de maintenir une partie de l'état d'esprit du truc pendant longtemps, quoi. Ouais, après on a évolué, ça nous permet, c'est drôle parce que pendant un certain temps, ça nous saulait de le raconter, et puis plus on approche de la fin, puis on se dit merde, ça va s'arrêter. Donc il y a une contradiction qui est un peu particulière. On essaie de profiter de chaque étape de tout ce qu'on a et de pas spécialement se dire ah ouais, ça fait chier machin, mais plus de se dire ok, c'est là, on va en profiter, c'est beau, on passe du temps ensemble et on va retenir quelque chose
beau, de joli, de tout ça. En fait, c'est ça qui est assez. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé cool dedans, c'est tu racontes, t'étais pas forcément la première fois, content la première fois que tu l'as vu, mais vu que vous parlez d'un malentendu t'en parles quand même pas mal. Je sais pas combien il fait de pages le livre. Désolé les amis, mais je le regarde parce que je l'ai lu assez vite. 270, on va dire. Ouais, 280 pages, je crois. Du coup, ce qui est cool dans cette histoire, c'est qu'on voit qu'il y a une acceptation au bout d'un moment de qui est l'autre dans tout ce qu'il est, et qu'en fait, le fait que tu l'accompagnes sur la tournée, même si la première fois que t'étais pas très sûr de l'image que ça donnait de toi, c'est que vous avez atteint un stade où vous acceptez les côtés de l'autre, que parfois en amitié on coupe parce que l'autre nous saoule et hop t'es toxique, salut, non, justement, on a vraiment joué le jeu de raconter la vérité, de raconter une forme de vérité, et puis je crois que c'est quelque chose d'assez sain aussi c'est de la balle. justement de dire quand on n'est pas d'accord, de se régler, de péter un plomb. Donc voilà, nous on vit notre amitié avec beaucoup de simplicité en fait. Même encore aujourd'hui, on arrive à aborder des sujets très très intimes, puisque en fait, il faut imaginer que les relations de vie, d'amitié, de rencontres, en général, ça prend beaucoup de temps. Là, on a vécu beaucoup de choses très très intenses en très très peu de temps, ce qui fait que du coup, ben, ça rapproche, ça fédère, et tu as deux options à ça. C'est soit quand ça clash, ça explose et puis plus jamais on se reparle, soit on se règle, et à ce moment-là, tu sais que là, tu viens de passer une étape de vie très importante dans une relation, et c'est ce qui s'est passé, et on en a passé d'autres, puisque comme je suis rentré à la fin de cette expédition, mon papa est décédé, donc je le raconte dans le livre aussi. C'est une fin de vie qui est très très dure à assumer, et Jérém m'accompagne. Donc on a passé plein d'étapes de vie en l'espace de 2-3 ans, et on a l'impression que là, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on s'est tout dit, on connaît tout de l'autre, et on passe beaucoup de temps ensemble, et c'est assez merveilleux. Donc c'est plutôt sain comme relation. Ouais, quand vous voyez vos embrouilles, entre guillemets, quoi, vos explications, genre quand il arrive pas spécialement à tirer le truc et qu'il en peut plus et que t'es 50 mètres devant, etc. En fait, ça a l'air vraiment, parce que moi j'ai été pas mal discipliné aussi, ceinture nord judo et tout, ça a l'air sain votre engueulade, ça a pas l'air genre quel bâtard, là. Non, on règle les problèmes, on avance, quoi. C'est juste que parfois, t'imagines, t'es sur la glace, tu risques ta vie, il y a des ours, il y a des loups, il fait moins 50, moins 60. Il y a plus de pression. C'est pas pareil, quoi. T'as pas le temps de pas dire les choses, quoi. Et quand ça part vite, quoi. Ça part au clash. Tout va très vite dans un sens comme dans l'autre, dans le bon et dans le mauvais. Et je pense qu'il faut juste en assumer les conséquences. Et c'est comme ça, quand t'as décidé d'ouvrir les portes à une personne autre que toi dans cette situation. Et une aventure extrême, encore plus extrême pour lui. Complètement. Ok. Du coup, lui, il a quand même, parce qu'il venait se mettre à l'épreuve aussi, au-delà de travailler, traverser son truc. Mais il a quand même, du coup, eu l'expérience avec toi des ours. Il y a eu des moments où il y avait ces espèces de rivières à éviter. Il a compris la charge que tu traînais quand même, parce que 150 kilos, c'est quand même un peu vénère à faire un non-stop, quoi. Donc, lui, il est satisfait. Franchement, c'est un vieux mot. Il est content de ce qu'il a vécu au final avec toi, parce que tu disais qu'à des moments, il était pas sûr que c'était authentique ton truc à un moment. Et en fait, il s'était rendu compte que Pour comprendre en fait comment ça s'est passé, c'est que à partir du moment où on est dans la ville de départ, donc à Prudhoe Bay, on est tous ensemble dans des espèces de grands bâtiments qui ressemblent à des espèces de bâtiments un peu, tu vois. C'est des bâtiments industriels où les gens viennent travailler. On le voit bien dans son film. C'est des espèces d'Algeco immenses. Et en gros, on est là-bas. Et quand on démarre, en fait, le but de l'expédition, c'est que lui me rejoigne à chaque village. Moi, je suis sur la glace. Et hop. Et à chaque village, il m'apporte de la nourriture. Il m'apporte de quoi. Voilà, il y a un espèce de ravitaillement. Et sauf que rien ne se passe comme prévu. Et à la dernière étape, après 60 jours, on croise les fers et on va sur la glace ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, lui, il ronge son frein pendant 60 jours. Je me décroche sur mon bout d'iceberg, je dérive pendant 5 jours. Et lui, c'est vrai c'est la première fois qu'il découvre ça. Donc, en fait, il a l'impression que je me fous de sa gueule, mais que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi les GPS, ils fonctionnent pas? Il a l'impression qu'il est encore dans sa loge à Paris d'acteur, quoi. Donc, il y a un choc des mondes. Et c'est pour ça que son film, il est extraordinaire, parce que c'est vraiment tout le temps, c'est d'un monde à l'autre. De son monde au mien, de son monde au mien. Et c'est d'un monde entre le vivant, entre les morts. C'est d'un monde à l'autre,
entre la fabrication et le financement, entre le cinéma et l'aventure, les sponsors et le CNC. Donc c'est des univers qui sont vraiment très très différents. Ouais. Et c'est vrai que pendant toute la première partie, lui, il filme plein de trucs à droite, à gauche et tout, mais il s'impatiente de savoir quand c'est que j'arrive, comment j'arrive. Il commence à douter de mon authenticité, est-ce qu'il est vraiment sur la glace? Donc il doute de plein de choses. Et puis quand on met un pied sur la glace, là, ça met tout le monde d'accord. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Il commence à dire, il commence à me critiquer sur le poids de ma sled. Ouais, de toute manière, ta merde, là, je peux la porter. Et ça a été très drôle parce que dans son film, il a laissé cette partie-là. Et en fait, il y a une partie dans son film, il y a un rush où il enfile. Donc en gros, il faut enfiler un harnais pour tirer l'espèce de luge qu'on a derrière soi. Et là, il met un coup comme ça pour partir et boum, il tombe en arrière. Ouais, tu le racontes ce truc-là. Et c'est une scène mais hilarante parce que du coup, moi je me fous de sa gueule et c'était sur les 200 premiers mètres. Et là, de suite, il commence à se dire merde. En fait, il se rend compte à quel point j'ai souffert, à quel point c'était titanesque. Et donc, il est en incapacité de pouvoir tirer ma poulka. Et tout le long de ces 10 jours, 14 jours, des 10-12 jours là qu'on a traversés ensemble, en fait, tout le long de notre traversée, eh bien, il se rend compte de tout ce que je lui ai dit. Là, au bout du 2e ou 3e jour, on a donc un ours qui rentre sur le camp, où je dois tirer une balle pour faire fuir la bête. Il est en état de choc. Il y a des traces de pas. Ah ouais, ça l'a fait flipper parce que c'est moins. Il est complètement en état de choc. Ok. Il est en état de choc complet. Il sait pas où donner de la tête. Il faut remettre le périmètre de sécurité. C'est lui qui a mis le périmètre de sécurité la veille. Et donc l'ours s'est introduit sur le camp sans le déclencher. Donc il a fait une erreur. Donc il comprend l'importance des choses. Et en fait, à ça s'ajoute la souffrance physique, la souffrance psychologique. Et au bout de 3 jours, il est déjà au bout de sa vie. Okay. Il est au bout de sa vie, il a envie que ça s'arrête, il comprend pas. Et je lui dis, et c'est là que l'introspection commence à rentrer et que la fabrication de mon invitation arrive. Et je lui dis, écoute, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu comprennes que là... Ouais, c'est pour ce moment-là qu'il est venu. Il faut décrocher, en fait. Ouais. Là, il faut se transformer en animal, il faut décrocher, il faut arrêter de réfléchir. Et c'est ce qui se passe, et on le voit bien dans son film. Et là, il commence à rentrer en osmose avec lui-même, en transe. Et il en oublie la douleur, et il en oublie la température, le nombre de kilomètres qu'on fait par jour et tout. Et là, on est connecté, et c'est extraordinaire. Et encore une fois, j'invite tout le monde à aller voir le film qui va sortir au cinéma, parce que c'était tellement dur, déjà, de ramener des images de ça. D'en faire un film qui dure 1h15, on ne s'imagine pas, mais les caméras à moins 50, elles gèlent, les batteries, elles ne tiennent pas. Faire décoller un drone, ça dure 3 secondes. Il y a des vraiment vents de ouf aussi. C'est hors du commun. On n'imagine pas la galère de tournage. Et à ça s'ajoutent les complexités humaines, les complexités de terrain, le temps. Les mecs qui nous accompagnent pour filmer, les déboires physiques de chacun. Donc, c'est une prouesse de faire un... Au final, du coup, le gars avait décidé à un moment de ne pas poursuivre avec Laurie, il est rentré, après il est revenu. Mais du coup, tu disais que son équipe de prod ne revient pas. Non. Du coup, les images de son film, c'est les images de ton équipe ? Les images de son film, c'est un mix entre les images de son équipe, de mon équipe, et d'un dernier cadreur qui s'appelle Nathanaël Nsapé, qui est un ami à moi, qui est venu pour la traversée. Ok. Voilà, qu'on a fait venir un cadreur spécialisé qui, lui, fait du ski devant, derrière, du drone qui est invisible dans le documentaire. Mais c'est un talent hors pair. Il y en a peu au monde qui savent faire ça et ce gars-là sait faire ça. Okay. Il faut lire le bouquin. C'est un bouquin qui se lit bien. J'ai essayé de faire quelque chose où, en fait, quand on plonge dedans, on a envie de le finir d'un coup, limite. Donc c'est un bouquin qui se lit facilement et tout, mais où j'insquinte personne et je dis la vérité. Et je trouve que c'est important de vraiment plonger dans une forme de vérité. C'est quoi, après on va passer à tes émissions, mais c'est quoi ta prochaine expédition en cours déjà, du coup ? C'est quoi ton prochain défi ? Alors le prochain défi, c'est un peu rester à la maison. Là, je viens de m'enquiller encore 6 mois de tournage. C'était 6 mois, c'était baroudeur ou c'était baroudeur, ouais, baroudeur en gros, c'est 28 jours. Je rentre de 15 jours, je repars 28 jours, je rentre un mois. Ah, c'est fatigant. Ouais. Donc en fait, ça fait 5 mois que. Et comme à chaque tournage, je finis à l'hosto. En gros, moi, j'ai passé 5 mois bouleversantes et très éprouvantes. Et là, tu viens de les finir ?
J'ai fini, ouais. Ok. J'ai fini et j'ai lancé une nouvelle émission où je pars à la rencontre et je pratique tous les stages les plus durs au monde des différents corps de l'armée. Ouais. Et donc, je reviens de la Légion étrangère en Amazonie. Et pareil, je suis cuit, quoi. Et ça, le tournage était quand de ce truc-là? Là, il y a une Ah ouais, semaine. donc tu as alterné les trucs de baroudeur et de ce truc-là juste à la suite Ouais, ou j'ai tout enchaîné. Ouais, on Ok, voit pas, ok. mais je charbonne très très fort, hein. Je passe beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps Ouais. à l'étranger pour fabriquer ces formats. Les gens, ils voient un 70 minutes, mais nous, il nous a fallu un mois pour le fabriquer. Ouais. Plus les retakes de voix en studio et tout. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je me suis beaucoup engagé dans ces nouvelles émissions, dont je suis très fier. Baroudeur, c'est un nouveau format qui, pour moi, est inédit et pour lequel on m'a laissé carte blanche. Donc ça, c'est assez extraordinaire, puisque entre Charles Comity, qui a l'idée de génie, mais en même temps complètement folle, de cette émission, et la chaîne qui accepte, mais qui dit oui, on achète le programme que si c'est Lourila qui l'incarne. Et en plus, on a besoin de lui et on lui donne pas vraiment d'informations. Donc en gros, c'est un espèce de melting pot assez fou où on me dit, on veut que tu fasses entre Mike Horn et Bear Grylls. Donc moi, je me retrouve avec ça, avec les idées de Charles Comity, où le mec est complètement fou. Il faut imaginer, hein, c'est un reporter de guerre qui a vu des morts, qui est complètement à la fois détruit, mais à la fois qui est très puissant dans son psychologique et dans son mental, parce qu'il a traversé des choses extraordinaires. Mais c'est vrai que quand il écrit ce programme, il m'a avoué qu'il avait écrit le programme en pensant à son héros le plus fou qu'il trouverait jamais. Et il me dit, et je t'ai rencontré. Donc c'est assez extraordinaire. Ça pose de suite les bases du programme. Et le programme, on l'a co-fabriqué ensemble. Maintenant, voilà, on a les lignes éditoriales. Mais c'est vrai que ça nous a pris plus de 3 mois la fabrication de ces 3 épisodes, qui sont très intenses. Donc, pour parler de baroudeur, le concept de l'émission, c'est donc d'aller à la rencontre d'un métier extraordinaire à chaque fois dans une des zones les plus reculées au monde. Donc, le premier épisode, c'est le Honduras. Le Honduras, il faut vraiment comprendre que c'est le pays le plus dangereux au monde, qui est un narco-État. Et donc, Pour les gens, c'est où? le Honduras est en Amérique centrale. Et donc, là-bas, c'est un État qui est détenu par les narcos et le cartel. Et le travail du Honduras, c'est de faire transiter la drogue entre la Colombie et les États-Unis. Ok. Et donc, quand on arrive là-bas, alors déjà, c'est fou parce que c'est un des aéroports aussi les plus dangereux du monde. Je crois qu'il est en 3e position. Il y a entre 8 et 14 morts par jour de gens qui se font tuer par les cartels. Et nous, notre sujet, c'est d'aller à la rencontre des pêcheurs de langoustes qui sont considérés comme... la langouste est considérée comme l'or rouge là-bas, Ok, ça tellement coûte cher ça là-bas. coûte Ouais. extrêmement cher. Et de raconter leur histoire, puisqu'ils finissent tous sur un fauteuil roulant, parce qu'ils ont des problèmes de décompression quand ils remontent à la surface, parce qu'ils utilisent du matériel Ils sont en obsolète. pêche, d'accord, ils plongent. Ils vont en Ok, apnée. ok. Et sauf que pour aller à cet endroit-là, dans cette île paradisiaque, qui est une ancienne île de pirates, eh bien, il faut traverser le pays. Et pour traverser le pays, il faut emprunter la route des narcos, qui ont déforesté la moitié de la forêt pour acheminer la drogue. Ok. Et donc, Est-ce qu'ils la transportent comment sur place? C'est des espèces de camions? ils transportent la cam avec des petits coucous, Ouais. des pirogues, des 4x4. Et donc, en fait, tout le long de cette émission, on est donc accepté par les narcos. Et on se retrouve donc dans des situations de fou, quoi. On se fait braquer par des enfants de 14 ans avec des M16, on tombe sur des tonnes de cocaïne, on rencontre des narcos qui nous emmènent dans un entrepôt où ils nous font découvrir de la drogue. En fait, il y a une démystification au niveau du métier de narcos, tu vois. Ils te disent, ouais, nous ça va, quoi, on travaille pour le cartel, mais en même temps, j'ai envie de dire, on n'est pas des tueurs, quoi. Il y a des tueurs qui sont là. Nous, en fait, on aurait très bien pu être paysans, mais c'est vrai que il y a pas beaucoup de travail ici, Ouais. donc on transporte la drogue et on la stocke dans des hangars. Et toi, tu es là, ouais, putain, c'est quand même pas les mêmes conditions que chez nous. En même temps,
il nous est arrivé des trucs de fou. Donc, on se retrouve là-bas et on a failli crever 200 fois. Il faut traverser la jungle. La jungle, c'est une des jungles les plus agressives du monde. Il y a des caïmans, des scorpions, des serpents. C'est là-bas que tu as chopé le croco? Ouais, c'est là-bas que j'ai chopé le croco. Pourquoi on chope ce croco aussi? C'est parce qu'en fait, il nous explique que dans cette zone, il y a des gens qui se font tuer. Et donc, quand on arrive là-bas, il nous explique qu'il y a quelques mois auparavant, une femme et son fils se sont fait bouffer par des crocodiles. Et donc, en fait, ils essayent de les tuer pour diminuer en fait les attaques sur les humains. Et donc, il m'explique comment on les capture et tout. Ben ça, c'est une histoire de fou, pareil. Voilà. Et à chaque fois, en fait, le concept de l'émission, c'est entre journalistes, documentaire et immersion totale du présentateur, en l'occurrence moi. Donc en gros, je pratique, je partage et je souffre avec les autochtones pour raconter avec le plus d'authenticité possible leur vie. Du coup, tu as plongé avec les mecs pour essayer de choper une langouste? J'ai plongé. T'as chopé une langouste? J'ai pas chopé de langouste, mais j'ai plongé avec les mecs. Avec un matériel obsolète. Ouais, c'est ça, c'est rustique leur truc. Quand même. Mais c'est tellement fou. Après avoir fait 9 heures sur un bateau en transportant 5 tonnes de kéro pour le cartel qui récupère de la drogue sur une île qui fait 200 mètres par 200 mètres. Donc on est dans un autre monde, clairement. On est dans un autre monde. C'est fou. Et d'ailleurs, après cet épisode, j'ai failli mourir puisque j'ai chopé un virus, une infection de la partie urinaire et des reins. Et, dans l'eau? Personne ne saura comment je l'ai chopé, mais je suis monté à 41, 42 de fièvre et j'ai fait une collapse avec perte de connaissance et tout. Du coup, tu étais à l'hosto là-bas? Convulsion. Non. Ça s'est monté crescendo sur le retour et je suis allé dans un hôpital au Maroc qui n'a rien à voir. Et ça a été fou parce que finalement... Chaque épisode est tellement violent et t'as douillé bien que je finis à l'hosto, quoi. Ça c'est juste le premier. Le second, c'est donc Madagascar, aller à la rencontre des combattants de Murengui et pour moi-même combattre un malgache sur cet épisode. Donc il faut imaginer que le Murengui, c'est un combat, une technique de combat ancestrale. Et donc, ils me font l'honneur, en gros, de m'accepter pour pouvoir combattre un malgache. Sauf que les mecs, c'est leur boulot, quoi. Ils sont payés à plein temps pour pouvoir défoncer des mecs. Alors, attends, juste, je reviens en arrière. Donc, il y a un mec qui a fait son émission, qui a réussi à vendre son émission. C'est sur RMC Découverte, si je ne me trompe pas. OK. Ensuite, il chope Laurie. Ils montent ces 3 épisodes ensemble. Donc, tu réécris un peu avec lui ce que vous allez faire. Ouais, on fabrique sur le terrain et tout. Ensuite, ils partent. Il y a un épisode au Honduras. Un épisode du coup à Madagascar, et le 3e est l'Alaska, à la rencontre des chercheurs d'or sous glace. Ok, oui, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est cool aussi, c'est assez cool. Et du coup, Madagascar, je remets juste un peu de contexte à chaque fois, parce que toi tu le vis vraiment, mais il faut que les gens pigent un peu. Ça, je connais mieux. C'est des gars, parce qu'en fait, quand tu dis, quand tu expliques leur sorte de combat, on se demande si c'est genre une sorte de rite initiatique tribal qu'ils ont d'habitude ou si c'est plus des guerriers genre militaires. C'est un mix entre les deux, c'est quoi exactement? Ah non, pas du tout. C'est une pratique de combat ancestral où à l'époque, le Murengui, c'était des combattants de Murengui qui venaient de chaque village du Nord pour s'affronter. Donc c'est une tradition chez eux. C'est une tradition, ouais. Okay. Et sauf que pour arriver là-bas, on passe par des villages où ils ont aussi des techniques et des rites à suivre. Donc, il faut attraper un espèce de taureau à main nue dans une arène devant 250 personnes. Ah, ça faisait partie de l'entraînement avant d'aller rencontrer ce gars-là? C'est pas l'entraînement, en fait. C'est juste que pour se faire accepter par le peuple, il faut passer par certains endroits. Et donc, en gros, pour prouver mon courage... parce qu'à l'époque, tu devais attraper donc un taureau à main nue. D'ailleurs, c'est pas un, c'est le plus de taureaux à main nue. En gros, tu as tous les villageois de tous les villages aux alentours qui se mettent dans une arène et chaque paysan vient avec son taureau le plus fort. J'allais te demander si les taureaux ils étaient tranquilles. Non, ils sont pas tranquilles. C'est des malades. Et surtout que les taureaux là-bas, ils ont des cornes, elles font 80 cm. Oui, c'était embroché. Et donc, en fait... Et à l'époque, pour montrer ton courage au roi, pour pouvoir prétendre à la main de la princesse, il fallait aller dans l'arène. Okay. Et donc tu y vas. Donc je vais dans l'arène. Et donc, pour la petite histoire, c'est quand même la première fois
de l'histoire qu'un Européen Ouais. est accepté dans une arène Ok. pour pouvoir tenter de Choper, pratiquer ce rite ancestral. Et donc, il y a toute une histoire autour de tout ça. Et on le découvre dans le documentaire, dans l'épisode 2 de Madagascar. Mais, c'est super impressionnant. 2, tu peux mourir à tout moment. Ouais. Et en fait, Madagascar, c'est ça. D'abord, c'est ça. Ensuite, il faut aller dans des mines à 40 mètres de profondeur, sans oxygène, où il y a des gamins qui travaillent, qui cherchent des saphirs. Et on explique leur histoire. Après, il faut aller faire 3 jours de trek pour aller rencontrer un chaman qui va me bénir pour le combat. Et ensuite, il faut repartir dans le nord, m'entraîner un petit peu pour pouvoir pratiquer le combat. Et Mais ça, c'est parce que vous avez décidé d'avoir ces étapes ou parce que les mecs que tu dois affronter ou c'est les un mecs que tu- mélange. C'est un mélange de tout, en fait. Tu veux vraiment montrer l'endroit et la Ouais, culture. en plus. l'idée c'est de partager les techniques, de rencontrer les communautés et partager, traverser les rites aussi initiatiques. Donc c'est une immersion totale dans la culture de Madagascar en fait. De 1 mois, du coup, Voilà. à chaque fois. Ok. Et voilà. Et donc le 3e épisode c'est aller Attends, à la. tu t'es battu avec ce gars-là, du coup. Ouais. C'est quoi leur style de combat? Si tu peux Ah, dire mais en c'est- mélangeant c'est- des trucs. Ah ben c'est simple, le style est très simple. C'est pas de règles, pas de protection et juste pas le droit d'aller au sol. C'est genre combat de rue sans les trucs du sol, étranglement, cassement de jambes, etc. en clé. Là où j'étais le plus fort a priori, Ouais. et moi j'ai jamais fait de sport de combat, donc c'est très très épique. Ok. Fou. Et ça, c'était cool comme combat? C'était pas du tout cool, je me suis fait défoncer. Après cet épisode-là, j'ai eu un tassement des cervicales avec un pincement, Ah, il t'a tapé vraiment fort. un pincement du nerf. Il s'est pas retenu. Ah mais pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ah non, pas du tout. En fait, tu crois qu'il va se retenir et tout le long Un du peu. combat et Ah, tout. mais pour pas te tuer, tu vois. Ah non, rien à branler. La Ok. première droite que je prends, je me dis, ah merde, c'est pas des lol, quoi. Ok. Et du coup, je me suis défendu vraiment je me suis bien défendu, mais j'ai été très impacté. Vraiment, il m'a fallu 6 mois pour me remettre sur pied parce que j'ai eu un pincement du nerf entre 2 cervicales. En tombant ou parce qu'il t'a mis un coup là? Ah non, mais parce qu'il m'a tapé dans la tempe, parce qu'il m'a vraiment, mais c'était un enfer, quoi. Puis Mais à moi, main nue, du coup, il n'y a pas de, Ah, genre à de main bâton, nue. de trucs comme ça. Ouais, enfin bon, je sais pas si C'est- t'imagines. il est- Faut imaginer le mec, il fait une tête de plus que moi. Il avait des mains, c'était des mains de maçon, quoi. Et puis sa life, c'est de se battre surtout. Et son Non-stop, travail, quoi. son travail, c'est de se battre. Ok. Et du coup, toi, je suppose, du coup, il t'a tapé premier, parce que c'est Ouais. vraiment vénère. Tu t'es retenu, toi, le premier moment où tu l'as tapé, le Ah gars? non, par contre, après, quand j'y vais, moi, j'ai décroché le cerveau. Quand t'as pris le premier coup, de toute Voilà, façon. là, ça décroche le cerveau et tout, mais je pense plus à rien et tout, mais c'est très impressionnant. Il faut imaginer que je rentre dans une arène. Ah, il y avait. Ok. Pour aller sur un j'imagine ring. ça avec 4 mecs autour. Non, Il y a 2500 personnes. Ah, c'est en mode d'un combat de boxe organisé, presque, le truc. Ah ouais, c'est un combat officiel. Ok. Sauf que moi, je suis là en exhibition, en plus, pour me faire accepter. Mais T'es genre en short, t'es en quoi? Ah ouais, je suis en short, torse nu et tout, mais ça n'a aucun. Mais c'est n'importe quoi. Et j'affronte ce mec devant 2500 personnes. Mais attends, j'ai une question quand même. Il se passe quoi si tu le tues ou s'il te tue? Le gars, il avait pas te tuer quand même. Mais moi, j'en sais rien, je réfléchis pas à ça. Et en plus, je le dis dans le documentaire, mais ils sont là avec la Croix-Rouge. Et en fait, tout le monde me dit que s'il y a un problème, il n'y a qu'un moyen, c'est d'être héliporté et d'aller à la Réunion. Parce Ouais. qu'en fait, il n'y a pas d'hôpitaux décents. Donc moi, je me dis, putain, mais encore une fois. Et c'est vrai que, voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais non seulement je suis impacté, je finis dans les hôpitaux à la fin de dans des hôpitaux après et aux urgences à la fin de chaque épisode, mais sur le terrain. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que cette émission, elle est complètement différente, unique, parce que là, il n'y a pas de production. Là, Ouais, c'est barge, et c'est c'est cool. sans filet. Ouais. C'est sans filet et on peut crever. Moi, je peux crever à tout moment parce que là, le cadreur, il partage pas ça. Il est derrière le truc. Parfois, ils en chient un petit peu avec moi, mais quand il faut prendre des placards dans la gueule Ouais, par un il va mec de... filmer ta mort, quoi, globalement. Exactement. Ouais. Et alors, attends, ton équipe, elle est légère? T'as un caméraman, un gars qui prend le son? J'ai 2 gars, pas de son même. Et J'ai, ton pote qui a écrit le programme, du coup, c'est lui le deuxième gars? il y a Charles Comiti qui est le réalisateur et Ouais. qui est cadreur, et il y a un cadreur supplémentaire et qui est là pour qui fait la régie, qui fait le dérush, qui envoie les bouts à bout à la prod et qui potentiellement cadre aussi, quoi. C'est hyper cool comme programme. C'est malade. RMC Découverte, les amis. RMC Découverte, le 5 juin, premier épisode, le Honduras, et normalement les 2 prochains épisodes seront diffusés à la rentrée. Je ne sais pas dans quel ordre, mais a priori le 2e épisode en diffusion sera
l'Alaska. L'Alaska, c'est un projet complètement fou aussi, puisque c'est à la rencontre des chercheurs d'or sous glace. Donc, il faut imaginer qu'il y a des mecs au monde qui découpent la banquise, qui vont à 10 mètres de profondeur avec un aspirateur géant pour chercher de l'or, qui sont millionnaires chaque année et qui sont complètement fous parce que l'or les a rendus complètement fous et donc ils sont complètement addicts à la plongée. Sauf que c'est un métier, un des plus dangereux au monde, qui meurt, il y a des morts chaque année et tout. Et pour réussir à atteindre cet endroit, eh bien, il a fallu que je traverse le pays et je suis retourné à l'endroit où la banquise s'est décrochée 3 ans auparavant et je suis parti dire au revoir à mon père dans cet épisode. Donc c'est un épisode où on s'attache beaucoup plus au personnage. Donc il y a moins, mais il est complètement fou. On a rencontré des Inuits, j'ai pêché, j'ai chassé. Enfin, il n'y a rien qui va dans cet épisode et j'ai plongé donc dans l'eau. Alors, attends, juste, donc ces gars-là, ils font des trous dans la banquise. Je suppose que c'est assez épais comme truc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même la machinerie pour le faire. Est-ce que c'est des gars qui ont des... Je te dis de la merde, mais genre James Cameron, ça lui arrive d'investir pour plonger à je sais pas combien de mètres de profondeur dans un petit vaisseau, machin. C'est des gars qui ont des aides. Ils s'en battent les couilles, mec. Ils ont des combinaisons trouées. Il n'y a rien qui va. C'est des locaux alors. Putain, mais mec, il faut vraiment regarder cet épisode. Vous allez voir, celui-là, il est fou. Les mecs sont fous. Et à un moment donné, qui m'a choqué. Je me suis dit, je connais quand même des gros enculés dans la vie. J'en ai rencontré des gros enculés et tout. Mais je te jure, là, on est quand même sur le top 3 des enculés que j'ai pu rencontrer. Tu pars en mode roublardise ou en mode... c'est simple, pour donner un ordre d'idée. Il était en train de négocier de l'oseille supplémentaire pendant qu'on était dans le trou avec le réalisateur, avec le cadreur, en train de dire « Si tu me donnes pas $500 de plus, je les laisse crever dans l'eau froide !» Ok. Tu vois, donc là, tu te dis « Putain, il y a vraiment des mecs, c'est des pourritures. » Pendant le danger, Ouais. Il y a plein de trucs qu'on voit pas à la caméra, mais on se fait tirer dessus en rafale parce que quand on fait décoller le drone, on est à la frontière de la Russie en fait. Ouais. Donc les mecs pensent qu'on est des espions, on se fait rafaler. Non mais mec, c'est tellement ouf. Et c'est de l'or qui chope de quoi? Genre d'épaves, de trucs comme ça? Ah non, il y a de l'or juste dans la zone, il y a de l'or quoi. Comme une mine mais sous l'eau quoi. Mais non. C'est fou. Ils piochent les gars sous l'eau? Ils aspirent. Ils aspirent? Avec un énorme aspirateur. Après, ça va sur un tamis. Ah, c'est un peu décroché déjà? Ça, mais c'est fou. Ah, c'est comme les rivières. Et dans l'eau, en fait, ça brille de partout. Et donc, ça rend... Ils sont fous. Et vas-y, explique, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils sont devenus barges, c'est quoi leur délire? Leur délire, en fait, je leur dis, putain, mais où c'est que vous passez votre oseille? Là, donc, nous, on fait une plongée avec eux. Donc, pour te raconter la vérité, donc, on fait une plongée avec eux et on va aspirer de l'or. Ouais. Et on fait tout le processus. Et on va chez eux, les tamis, les machins. Ils vivent dans des bungalows pourris, éclatés. Et tu te dis, putain, mais l'autre, il lui manque des ratiches et tout. Et à un moment donné, et il va à la peser. Il dit, ouais, tu penses qu'on a fait combien aujourd'hui? Ouais, moi, je pense qu'on a fait tant, machin, truc et tout. Et puis, il me regarde, ok. Là, aujourd'hui, on a fait $26,000. Et t'es là, mais... Et t'as pas Chico. Vous pêchez tous les jours? Ouais, on pêche tous les jours. Mais du coup, vous êtes millionnaire? Ouais. Mais vous dormez comme des merdes avec des combinaisons trouées. T'as pas de Chico, mec, de quoi tu me parles? Ouais. Et en fait, ils ont des villas, mec, 8 étages aux States. L'autre, il a 2 dragsters, il fait des courses de dragster à 1 million. Mais c'est quoi la répartition? La question est un peu logique, la répartition de leur temps. Genre, ils font ça un moment et ensuite ils vont dans leur villa ou ils font ça 80% du temps et 20% du temps, ils profitent de leur femme et de leur villa. Donc, c'est des kiffeurs de danger quand même. Mais c'est pas des kiffeurs. Je te dis, ils sont rongés par l'or. Quand ils partent les 20% du temps où ils sont pas là, ils pensent qu'à une chose, c'est il faut retourner dans les trous pour faire encore plus d'oseille. Comme les nains, genre dans le Hobbit. C'est tellement fou. Ils sont rongés par l'or. Mais non. Ils sont rongés. Ils sont devenus fous. On dit qu'ils ont la maladie de l'or. Ouais, je comprends. Je vois le truc, mais je pensais pas que ça existait. C'est malade. C'est malade. C'est ouf. Donc voilà, c'est l'épisode de l'Alaska. C'était un épisode aussi complètement ouf. Ça a l'air cool. C'est tellement ouf. Mais je sais même pas quoi. Et donc je raconte toutes ces histoires là. Ok. Voilà. Et donc Baroudeur, c'est ça. Et donc faut vraiment être au rendez-vous parce qu'on espère qu'il y aura une saison 2. Mais c'est pour moi une des rares émissions de télévision ultra authentique qu'en fait on aurait pu acheter aux Américains en la faisant sous-titrer, sauf qu'elle est made in France et que pour moi c'est une révolution dans la TV. La chaîne nous a laissé tellement de liberté que tu vas voir. Je dis 800 000 gros mots à la minute, je m'embrouille avec des gens et tout, ils ont tout laissé et tout, ils ont joué le jeu. C'est une très très grosse prise de risque parce que c'est un programme où tu te dis, ouais, faut être fou.
les mecs sont malades, et en même temps, c'est ultra authentique et on apprend beaucoup de choses. Parce que du coup, on apprend, on raconte des histoires. T'as envie d'apprendre des trucs. Ouais, mais on raconte les histoires de gens extraordinaires, même s'il y avait plein d'enculés au milieu de tout ça et tout. Et puis moi, quand tu traverses les jungles, quand tu es sur la glace avec moi, je t'explique comment on fait du feu, comment on se protège. Donc c'est très très pédagogique et tout. Donc c'est un énorme mix et je suis hyper fier de ce programme. Franchement, ça a l'air cool. Je t'avoue, ça a l'air cool. Il est dément. Du coup, ça finit quand là? Le dernier épisode, il sortira quand? Je sais pas exactement, mais normalement, à fin 2026, les 2 épisodes vont sortir. Et d'ici là, à ce qui paraît, Inch'Allah, on va tourner une saison 2. C'est quoi? Ça va être une question d'audience? C'est la chaîne qui va décider? Ouais, il y a un peu d'audience évidemment, mais après, ils sont très très fiers du programme, la chaîne. Ouais. Donc, on va voir, mais espérons que ça continue. Baroudeur qui sort donc le 5 juin sur RMC Découverte et après oui je me suis lancé dans un nouveau format de programme. Donc c'est une émission, ça aussi le truc dont tu parlais. Ouais. Je pars en immersion dans les corps de l'armée française pour pratiquer les stages les plus durs au monde et en même temps faire de la pédagogie parce que je trouve qu'aujourd'hui on est dans un climat de tension où moi le premier on ne sait plus qui nous protège, comment on est protégé et donc j'ai pas voulu faire le patriote mais j'ai voulu raconter la vie des gens, des hommes et des femmes qui nous défendent et pour raconter en fait je me suis dit encore quoi de mieux que d'être en immersion totale et donc là je viens de subir un des stages les plus durs au monde qui est un stage qui se passe en Amazonie. Ouais. C'est là où tu as chopé ton araignée sur ta machette, là? C'était là-bas? Non. Ça c'est le Honduras. Ok. Non. Là, je viens de subir un stage de la Légion étrangère. Je viens de rentrer en immersion dans la Légion étrangère en Guyane. Et je viens de pratiquer un stage qui s'appelle le stage Ce-Feu. C'est un centre d'entraînement en forêt équatoriale. Ouais. Et ce qui est passionnant, en fait, c'est que, par exemple, la Légion étrangère, moi, je savais pas, mais c'est le seul corps de l'armée qui appartient à l'armée de terre, qui propose à des étrangers du monde entier de s'enrôler dans la Légion pour défendre le drapeau français. Genre, je suis portugais, je peux aller en France devenir légionnaire français. Et c'est le seul centre au monde, c'est la Légion étrangère, c'est français. Il n'y en a qu'une seule au monde. Et tu te dis que... et donc, il y a tout un mythe autour de la Légion étrangère, où avant, on acceptait des taulards, on changeait d'identité et tout. Donc, ce mythe est encore... Les autres gars durs, tu sais que les autres gars durs, ils se retrouvent là-bas s'ils sont Voilà. Il y a 2 types de profils. Tu as les mecs qui sont complètement perdus, qui savent pas faire quoi de leur vie. Ils se disent, ouais, je vais à la Légion étrangère, parce que voilà. Et après, tu as les mecs qui ont vraiment fait des grosses conneries, qui veulent changer de vie. Ouais. Et donc, je suis tombé sur les 2 profils. C'est quelque chose, la Légion étrangère. Alors attends, quand tu t'engages, est-ce qu'on dit s'engager pour là-bas ou pas? Ouais, on s'engage à la Légion. Et tu t'engages pour combien de temps? Alors avant, on s'engageait pour la vie. Maintenant, on s'engage pour 5 ans. Ce sont des contrats de 3 à 5 ans qui sont renouvelables. Mais en fait, c'est assez fou parce que tu rencontres des humains qui te disent moi, je fais ça pour l'argent parce que c'est... voilà, il y a des débouchés aujourd'hui qui sont difficiles. Et aujourd'hui, on m'assure... T'imagines, t'es français... Et tu peux aller défendre un autre drapeau contre 1500, 2000 euros, 3000 euros par mois. Effectivement, ça pousse à la réflexion, mais c'est sûr qu'il y a des appétences parce que la Légion étrangère, voilà, c'est aussi un corps de l'armée, et c'est le corps de l'armée, alors c'est un peu moins dit, et je vais certainement me faire taper sur les doigts, mais qui est sacrifié le premier. C'est la chair à canon. Voilà, c'est appelé comme ça la chair à canon, donc ils détestent qu'on dise ça. Je comprends. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus difficile pour un État de justifier la mort de soldats français que potentiellement de devoir justifier la mort de gens qui ont changé d'identité, qui ne sont pas français. Donc ils ont un statut qui est très difficile, qui pour moi psychologiquement, c'est quand même fou de s'engager à la Légion étrangère. Déjà, tu te dis, non seulement je vais défendre un drapeau qui n'est pas le mien, et de 2, je vais potentiellement être sacrifié le premier si jamais on est dans un climat de guerre. Attends, juste pour le... En fait, ces gars-là, du coup, ils font partie de l'armée de terre.
Donc il y a des conflits ils sont tout le temps sur le terrain ou genre c'est quand il y a un gros conflit? Il y a plein de missions en fait, tu vois, par exemple en Guyane, ils travaillent avec le centre de la fusée spatiale, hein, c'est là qu'ils font partir les fusées. Donc mais ils sont envoyés sur le terrain, hein. Ils peuvent partir à Djibouti, n'importe où. La Légion étrangère est partout, hein. Ok. Donc tu as un centre en Corse et donc comme dans n'importe quel corps de l'armée, eh bien ils ont leurs spécificités aussi, mais Ouais. qui sont propres à la Légion étrangère. Ok. Ils vont avoir des tireurs d'élite, ils vont avoir des médecins, ils vont avoir des chauffeurs, la région, enfin ça va être la section d'infanterie. Donc c'est passionnant de découvrir en fait de quoi est fait Comment ils sont organisés, ouais. Et puis même les différents corps de l'armée, parce que moi je connaissais pas très bien et tout, et je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre que chaque unité, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, qu'ils ont leurs spécificités, et que dans ces spécificités, tu peux avoir dans l'armée de terre par exemple la Légion étrangère, mais que dans tous les autres, tu peux avoir les forces spéciales, tu peux avoir plein de corps qui sont très, très nichés, on va dire. Et j'aimerais pouvoir faire, donc le concept de l'émission, c'est ça, c'est d'aller pratiquer les stages les plus durs au monde pendant un certain temps pour pouvoir parler au mieux de ce que endurent et de ce que défendent ces gens et potentiellement et qui sont aujourd'hui notre rempart contre des futurs ennemis ou des ennemis qui sont invisibles. Et donc, C'est combien de temps le stage que tu as fait là, disons? 10 jours. C'était le premier que tu faisais ou t'en as fait plusieurs Non, déjà? c'est le 10 jours d'immersion là-bas au Cefeu. Ouais. Et après, j'aimerais aller chez les sous-mariniers, Ouais. ensuite chez les chasseurs alpins Ouais. et chez les tireurs d'élite Ah, tu veux à tester Djibouti. tout ce qu'ils font? Ah ouais, je vais. Ouais. En fait, c'est pas tout ce qu'ils font, c'est les stages les plus durs Ok. des différents corps de l'armée. Mais c'est méga intéressant. Ah, c'est passionnant. Du coup, moi, je suis des SEAL. Enfin, tu sais, c'est le nom US des marines, là. Jocko Willing, David Goggins, tous ces gars-là, j'aime vraiment bien ce genre de truc. Et ils t'expliquent c'est quoi BUD, c'est quoi le truc des Rangers, c'est quoi les stages de recrutement. C'est ce délire-là. Ouais. Et du coup, tu rencontres quand même, en théorie, les mecs qui sont censés être les plus durs mentalement. Complètement. Ouais. C'est quoi les gars que t'as croisés qui Là, la Légion étrangère, il faut imaginer que les mecs, ils forment tous les officiers et ils forment d'autres pays. Donc c'est un centre de formation connu au monde et il est reconnu comme être des centres d'entraînement les plus exigeants au monde. Vous étiez combien dans le stage, genre? Alors, à mon grand regret, j'étais tout seul. Donc j'en ai vraiment chié parce que t'avais un instructeur, deux instructeurs, ça se passait comment? J'avais un instructeur et 2 moniteurs de la Légion étrangère, plus un capitaine de la communication qui a contrôlé que j'étais là en train de pas dire des conneries. Et donc je suis rentré en immersion donc dans le 3e REI de Cayenne. J'ai reçu mon pactage au 3e REI de Kourou, pardon. Et ensuite je suis parti en immersion au Cefeu, donc directement en forêt sur le terrain, et ils ont des parcours mythiques qui s'appellent les parcours Pécari, les parcours Liane, les parcours Jaguar, qui sont des parcours où en fait, en gros, dans ce stage, j'ai tout fait comme un légionnaire pour savoir si j'aurais pu devenir légionnaire à 40 ans, sachant que 40 ans, c'est l'âge limite pour devenir légionnaire. Ah ouais, il y a un âge limite. Donc moi, j'ai vraiment 40 ans. Ouais. Et donc, du coup, j'ai combattu contre ce qu'ils appellent les AMF, 25 ans et tout. Qui sont censés, du coup, je précise, être en meilleure forme physique que toi, normalement. Qui sont censés être en meilleure forme. Sauf que, ils te le disent, c'est assez drôle, la Légion ne perd jamais. Donc, ils ont usé d'un nombre de subterfuges. Ils ont essayé de carotte. Ils m'ont carotté. Ils m'ont fatigué, ils m'ont usé. Avant chaque parcours, ils ont mis des mecs tout neufs alors que moi je les ai enchaînés. Mais pour que leurs supposés, les gars qui auraient été là, fassent mieux, ou non, pour voir si tu craquais simplement? En fait, ce qui est très difficile, c'est que le travail de la Légion étrangère, c'est de te briser. Ouais, okay. Même de tout ce que je lisais, Bud et tout, ils essaient de te détruire mentalement en fait. Ouais. Ce qui est très dur avec moi. Donc en fait, je leur ai dit, tu peux me réveiller à la grenade, y a pas de problème. Ils m'ont réveillé à la grenade, ils me faisaient faire 800 pompes, ils m'ont empêché de dormir, ils m'ont fait faire des sauts de pont de 13 mètres, ils m'ont jeté à l'eau, ils m'ont fait nager, ils m'ont donné une machette, une boussole et un fire steel. Ils m'ont dit rendez-vous dans 3 jours. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même mon élément aussi. Donc psychologiquement, j'ai bien tenu. Et plus je tenais psychologiquement, plus ils enfonçaient la charge.
Donc physiquement, forcément, j'ai explosé à un certain moment parce que Mais ton physiquement, corps, parce que toi, t'es habitué à des trucs longs, dans des conditions vraiment compliquées, hein, c'est pas le problème. Mais là, Ouais. t'as enchaîné plein de trucs différents En rapidement. fait, ils font polychinelle, ce qu'on appelle le matin le polychinelle. Donc derrière, tu fais du sport et après, tu enchaînes les parcours, les machins. Ils m'ont fait courir avec un sac de 40 kilos, quoi. 3 km et demi. Tous les jours, ils me faisaient courir et tout. Mais ça te déglingue les genoux, genre, t'as eu Alors, j'ai eu mal nulle part et tout, et j'ai tenu bon. Et c'est ce qui a été très, très fort. Et c'est que, à un moment donné, les mecs se disent, putain, mec, on va pas réussir à l'avoir. Et en plus de ça, l'enculé, il est bon parce que les mecs sont censés être spécialisés sur les parcours et je suis à 50 secondes ou 40 secondes derrière eux. Ouais, donc tu performais bien. Donc j'ai perf très ouf. Et c'est surtout qu'en plus, la difficulté, c'est que normalement, ils ont un groupe. Donc la répartition des tâches qu'ils me donnent, elle est répartie sur un groupe. Et moi, j'ai dû tout faire tout seul. Donc là, ils se sont rendus compte que j'étais solide. J'ai essayé de faire honneur le mieux que je pouvais à ma condition, à mon implication. Voilà, et j'ai pas fait le malin parce qu'encore une fois, ce sont des corps d'élite, mais c'est vrai que je me suis battu très très fort mentalement pour leur montrer qu'il n'y avait pas de faille. Et ce qui est très beau, c'est que à la fin, ils me donnent une note. J'ai eu la note de 15,5, qui est largement au-dessus de la moyenne des légionnaires qui rentrent aujourd'hui à la Légion. Et dans le documentaire, on découvre à quel point ils ont été impressionnés par ma condition et surtout mon mental, puisque j'avais des facilités dans plein de niveaux, et que du coup, plus j'étais doué, plus ils ont essayé de me briser, et donc plus ils sont montés en puissance, et qu'ils ont tout fait vraiment pour m'anéantir. C'est cool comme truc. Alors, Enfin, comme truc, pas à vie, je veux dire, mais l'émission est cool, quoi. L'émission est très très cool. Et à la fin, pour vous schématiser, en fait, pour schématiser à quel point la Légion, parfois, ça peut être intense. À la fin, quand tu as réussi le stage du Cefeu, en gros, ils te donnent une broche. Ouais. Et en fait, ils enlèvent les protections pour pincer normalement. Dans la peau. Ouais. Voilà. Et ils t'enfoncent à coups de poing la broche dans la peau. Et pour t'accepter en tant que légionnaire. Et ça s'est passé comme ça, de A à Z, en fait. Donc, j'ai eu vraiment aucun traitement de faveur. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des posts qui ont été faits sur les posts officiels sur les comptes de la Légion étrangère et tout, du 3e REI et tout. C'est fou, quoi. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de continuer à découvrir, en fait, les autres stages qui sont d'une exigence hors pair. Et voilà, moi, j'ai 40 ans. Je trouve que c'est intéressant aussi on n'est plus exactement pareil à 40 ans qu'à 25, les gars, je vous préviens quand même. Mais toi, t'étais quand même en mode pic. Donc ouais, très belle caisse. Ouais. J'ai une très belle caisse. Après, il y a des mecs qui sont encore plus en forme que moi, évidemment. Mais voilà. La difficulté dans mon métier, c'est d'avoir la compétence et la caisse dans tous les environnements. C'est très, très dur. À un moment donné, il faut pouvoir faire des parcours, il faut être cardio, il faut pouvoir faire 200 pompes, machin et tout. Mais en même temps, il faut tenir sur 30 jours, 40 jours, 90 tu changes jours. ton physique quand même souvent. Ouais. Le genre de physique, je veux dire. Je prends du poids, je perds du poids, je fais le yo-yo. Là, je suis parti, je faisais 86 kilos, je suis rentré, je faisais 78. Ouais. Tu vois, j'ai perdu 8 kilos sur l'ensemble du tournage. Je perds de muscles. Tu rentres, t'es en boulimie parce que t'as envie de bouffer un peu tout, t'es privé de tout. Ils me donnaient une ration qui dure normalement 24 heures. Ils m'ont donné une ration pour 3 jours, quoi. Donc, tu vois, ils me mettaient dans des états de... Ouais, t'as trop bouffé, mais il faut que tu fasses tes réserves, donc ouais. Non, j'ai pas bouffé sur le truc. J'ai bouffé un peu avant, mais sur le stage, et ils me donnent une ration pour 24 heures, ils me la donnent pour 3 jours. Ah oui, d'accord, ils te font manger la 3 même fois moins. Voilà, 3 fois moins. Pourquoi? Donc, pour te mettre dans une situation de difficulté, en fait. Okay. Ça, le sommeil, l'effort physique, ils te poussent dans tes retranchements. Ok. Voilà. Et alors, attends, vas-y. Le mot que tu utilises pour décrire, une fois que tu auras faire tout ça, mettons, tu auras testé tout, c'est quoi le mot que tu vas utiliser pour te décrire? Parce que, pour me décrire à moi? Ouais, parce que ça, c'est pas aventurier ou explorateur, tu vois, t'auras fait tous les trucs les plus hardcore, globalement. Ouais, mais je sais pas, on verra comment je m'appellerai. Aujourd'hui, l'appellation, je m'en tape un petit peu. Ouais, mais je veux dire, ton aspiration, si elle mais non, c'est de l'exploration, hein. C'est de l'exploration de soi, c'est de l'exploration de zone, c'est de l'exploration de corps. Ça reste de l'exploration, en fait. Mentale plus. Mais psychologique et sportive. Ouais. Et puis même de l'exploration aussi de soi à travers les autres. Donc moi je suis passionné par ça, hein, même si je fais que le répéter, mais pour moi le plus grand danger c'est l'humain. Ouais. Sur baroudeur, c'est très dur. Là, dans les différents corps de l'armée, tu sens que c'est un peu plus cadré, donc ça me plaît un peu plus aussi. Ouais. Voilà. Et puis il y a un lien aussi entre les expéditions et le côté militarisé, parce qu'en fait,
tout est très cadré, c'est très proche en fait Ils sont organisés, quoi. Et ouais, comme moi aussi en expédition, donc en fait il y a un lien, on se comprend de suite quand on parle le même langage, quoi. En lisant ton livre ou même en voyant ton truc, on voit que tu as un côté militaire de base en fait dans l'approche du truc. Complètement. Merci beaucoup, Laurie. Avec grand plaisir. C'était vraiment cool. Plaisir.